Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale consacrée au 28 novembre, une date que beaucoup appellent fête de l'indépendance, mais qui, pour une grande partie donc, du peuple mauritanien, est un jour de deuil national. Car le 28 novembre de 1990, disons de façon générale, le 28 novembre n'est pas donc une date neutre. Le 28 novembre 1990, 28 sous-officiers noirs ont été exécutés à Inal, froidement et arbitrairement. On peut le dire aussi symboliquement. Ce crime n'est pas un accident de l'histoire. Il s'inscrit donc dans une longue chaîne de violences raciales, déportation, torture, purge dans l'armée, expropriation financière, apartheid, j'allais dire, administratif, et arabisation, j'allais dire, forcée. J'allais dire, plus donc de 30 ans après, le silence demeure. Un silence d'État. Un silence, disons, le silence d'une grande partie de la classe politique. Silence parfois de ceux qui devraient donc porter la mémoire. Silence aussi des institutions africaines et internationales. Oui, notre invité du jour refuse ce silence. Il apporte donc la mémoire, la vérité et l'exigence de la justice. Nous recevons le monsieur Adama Ngaïdé, secrétaire général du MOCIC, je pense très bien, de la MBA en DS, de gestion de l'environnement, acteur engagé pour la cohabitation nationale et la justice historique. Aujourd'hui, nous posons donc les vraies questions. Pourquoi le 28 novembre est un deuil national ou bien des vrais deuil national? Quels sont donc les faits irréfutables du racisme d'État? Pourquoi l'Afrique se tait? Pourquoi l'ONU se tait? Et que fait maintenant, j'allais dire, pour briser leur méta? Nous avons donc notre invité en ligne. Nous allons aller rapidement de l'endroit où il se trouve. Je pense qu'il doit être certainement à New York. Bonjour, cher monsieur, et comment allez-vous? Bonjour Jacques Roger. Voilà, merci beaucoup. Alors, avant de commencer cette émission, est-ce que rapidement, en quelques secondes, vous pouvez réellement vous présenter, hein? Qui est donc Monsieur Ngaïdé? Merci Jacques Roger pour cette opportunité, cette émission sur la Mauritanie et pour l'opportunité que vous m'offrez à m'exprimer sur euh, le 28 novembre qui sera célébré demain, le 65e anniversaire de l'accession de la Mauritanie à la souveraineté internationale. Votre invité d'aujourd'hui, vous l'avez rappelé, c'est Adam Ngaïdé. Je suis secrétaire général du MOCIS, qui est le mouvement citoyen pour une cohabitation effective, qui a été créé il y a un peu plus de 2 ans. Un mouvement citoyen qui s'est engagé politiquement à mener des actions pour que la cohabitation soit une réalité, qu'elle soit effective. Et donc voilà, et je vis depuis quelques années à New York. Et vous l'avez rappelé, je suis titulaire dans le CS en environnement et dans Master en Business Administration. Merci beaucoup. Alors, nous allons aller très rapidement, puisqu'on va parler donc du deuil du 28 novembre, du deuil national. Alors, toute première question, pourquoi le 28 novembre doit-il être considéré comme un jour de deuil national et non comme une fête d'indépendance? Aussi, Monsieur Roger, merci donc pour cette question pertinente. Vous l'avez rappelé dans votre présentation. Le 28 novembre, c'est l'accession de la Mauritanie à la souveraineté internationale. Dans les règles de l'art, comme on le dit, on aurait fêté euh, comme tout citoyen, comme tout pays, avec joie et enthousiasme, notre accession à la souveraineté internationale. Malheureusement, cette journée a été souillée par l'exécution en sacrifice, devrais-je dire, de 28 soldats qui ont été assassinés dans la nuit du 26 au 28 novembre 1990 dans une bourgade au nord de la Mauritanie appelée Inal. Et donc, depuis cette date malheureuse,
l'opposition mauritanienne qui se bat contre l'impunité, l'oubli, a décidé de ne plus jamais célébrer ce 28 novembre sous le signe d'une fête, d'une réjouissance, mais plutôt sous la forme d'un deuil, jusqu'à ce que justice soit faite par rapport à ces exécutions extrajudiciaires que rien, absolument rien, ne justifie. Voilà la problématique. Et demain, et s'il plaît à Dieu, l'opposition mauritanienne, en tout cas celle qui revendique toujours que la justice soit faite par rapport à cette question particulière, va célébrer cette journée sous, n'est-ce pas, le signe d'un deuil, une forme de refus et un exercice de notre droit pour que cette question soit totalement résolue. Alors, rapidement, que répondez-vous donc à ceux qui vous diront, Monsieur Gaïdé, le 28 novembre est une date, disons, sacrée, c'est la veille nationale, qu'il ne faut pas du tout politiser cette date. Alors, que répondez-vous à cela? On n'aurait jamais célébré le 28 novembre sous, sous la forme d'un deuil si ces crimes abominables n'auraient pas été commis. Ceux qui le disent sont certainement partisans de l'ordre actuel, de l'ordre de l'injustice, de l'oubli, de l'impunité. Ceux qui le disent collaborent avec le système actuel, qui est un système éloquemment raciste, discriminatoire. Et ceux qui le disent, pour moi, au finish, à la fin des fins, n'aiment pas la Mauritanie. Parce que la Mauritanie que nous voulons, c'est la Mauritanie où les différentes composantes culturelles, linguistiques, sociales doivent cohabiter. Et pour cohabiter, il faut la paix. Et pour la paix, il faut la justice. Et dans ce cas précis, cette justice est recommandée, cette justice est exigée. Rien n'explique que l'on passe par les armes des soldats qui étaient dans l'exercice de leur fonction, un exercice légitime de sécurisation de notre territoire, de nos biens et des populations, qui se retrouvent tout simplement exécutés et enfuis dans des fosses communes. Cet acte abominable ne doit jamais être passé sous silence. Il doit être absolument soldé. Et c'est pour cette raison, je pense que ceux qui vont célébrer le 28 novembre demain sous la forme d'un anniversaire de l'enthousiasme, je crois qu'ils ont tout simplement fait fausse route et ils doivent rejoindre ceux qui refusent de célébrer cet anniversaire sous cette forme et demander, exiger à ce que la justice soit faite pour qu'il y ait la paix, parce que la Mauritanie a besoin de paix. La Mauritanie a énormément de ressources humaines, naturelles, des ressources extraordinaires, et la Mauritanie doit jouer son rôle dans le concert des nations, celui de la paix dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. De façon générale, que symbolise donc l'exécution, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, de 28 officiers noirs à Hilal, dans la mémoire, j'ai dit collective mauritanienne? S'il vous plaît, je n'ai pas bien entendu. Je disais, que symbolise l'exécution donc des 28 officiers noirs à Hilal, dans la mémoire collective des Mauritaniens? De façon générale, qu'est-ce que les Mauritaniens pensent de ça? Cette exécution, c'est, comme dirait l'avocat, un argument de plus. Un argument de plus des pratiques discriminatoires et racistes qui n'ont pas commencé en 1990. Et elles sont l'aboutissement en cette année de pratiques racistes discriminatoires qui ont été en quelque sorte appliquées en Mauritanie aux premières années de notre accession à la souveraineté internationale. En 1966, par exemple, et bien avant cela d'ailleurs, il y a eu cette loi qui a rendu obligatoire l'enseignement de l'arabe dans le système éducatif. Comment peut-on imposer l'arabe, qui est une langue comme toutes les autres, qui est une langue nationale comme toutes les autres, comme le Pulaar, le Soninké, le Wolof, et même le Bambara, qui n'est pas encore reconnu, parce que Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de Bambara qui sont des autochtones de la Mauritanie,
une composante qui n'a pas été reconnue. Bref, donc c'est en quelque sorte la preuve, le corollaire d'une pratique discriminatoire, raciste qui a débuté depuis les premières années de l'indépendance. Et Oui, mais donc, monsieur Gaïdé, pour les Africains qui nous suivent, quand vous parlez d'exécution, vous faites allusion à quoi? Est-ce qu'ils ont été pris, exécutés devant tout le monde? C'est un accident? Expliquez aux Africains, qu'entendez-vous par exécution de 28 officiers noirs? c'est une exécution extrajudiciaire, c'est des assassinats massifs qui ont été faits dans la plus grande ignominie, dans la plus grande inhumanité. C'est des officiers et des sous-officiers qui ont été accusés à tort d'avoir voulu renverser le régime d'antan sans aucune preuve. Mais en réalité, c'était une politique mûrie qui voulait tout simplement éliminer du corps militaire, du corps de la garde nationale, du corps de la gendarmerie, des Noirs qui devenaient de plus en plus encombrants. Et c'est un système. Aujourd'hui, d'ailleurs, la preuve est là. Ces corps, les forces de sécurité et de défense de la Mauritanie, sont totalement arabisés. Il n'y a qu'une seule composante qui Quand vous dites encombrant, contrôle. ils deviennent encombrants, vous faites allusion à quoi? C'est parce qu'ils commençaient à revendiquer des droits, c'est bien ça? Qui devenaient encombrants? Dans le sens où l'élite gouvernante a toujours voulu que le pays soit orienté vers, comment dirais-je, soit orienté au monde arabe. C'est une vieille, je vous ai dit tout à l'heure que cette option panarabiste a été initiée dès le départ. Les premières années de notre accession à la souveraineté internationale, ils ont voulu que la Mauritanie soit exclusivement arabe, exclusivement dans ses institutions civiles arabes, exclusivement dans ses institutions militaires. Et c'est ce projet cynique qui est le résultat, l'aboutissement d'une idéologie panarabiste, bassiste et nassériste, qui a conduit à ces exécutions. Il fallait tout simplement épurer les forces de sécurité et de défense et certaines institutions civiles de tout ce qui est noir, parce que la Mauritanie doit être arabe et elle doit le rester, alors que la Mauritanie est une nation multinationale où il y a des Peuls, des Soninké, des Wolofs et même des Bambara qui ne sont pas reconnus. C'est pas reconnu. Alors, vous avez beaucoup parlé de violation donc, des droits humains. Alors, on va aller rapidement, hein. Quels sont donc les principaux crimes contre les Noirs mauritaniens, on peut dire depuis 1986 à 1991, pourquoi pas de nos jours? Les crimes que nous subissons, mis à part ces crimes abominables d'exécution d'officiers, de sous-officiers, de paysans d'ailleurs, de populations civiles paisibles, ça s'est passé en 1989 par exemple, en 1990. Des populations paisibles ont été éliminées dans la vallée. Certains ont été enfouis dans des fosses communes. Dans la région dont je suis originaire, par exemple, il y a un célèbre village appelé Azlat, où une fosse a été identifiée dans laquelle ont été enfouis des officiers et des sous-officiers noirs. Et donc, mis à part cela, il y a des politiques qui sont mises en place, des politiques sur le plan politique et institutionnel, des politiques sur le plan économique, social et culturel qui font que les Noirs sont exclus. Je vous donne un exemple simple. Si on prend par exemple l'aspect politique et institutionnel, il y a aujourd'hui un processus, n'est-ce pas, un processus électoral qui est mis en place, des règles électorales qui sont mises en place, dont le seul objectif est de faire de tout faire pour que les Noirs n'accèdent pas aux institutions électives comme l'Assemblée nationale, comme le Conseil régional, comme les institutions municipales. La règle qui a été mise en place est faite de telle sorte que les Noirs ne peuvent pas accéder et qu'il y ait toujours à l'Assemblée nationale une majorité arabe. Le découpage électoral est mal fait. Quand vous prenez par exemple la diaspora,
il y a certains pays où il n'y a pas de circonscription électorale. Le Sénégal, pourquoi? Parce que les négro-africains sont assez importants dans ce pays. Quand vous prenez le Gabon, idem. Vous prenez le Nigeria, idem. Le Mali, idem. Burkina, idem. Et au même moment, dans des pays arabes comme par exemple le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Koweït, il y a eu la cartographie, les circonscriptions électorales sont assez denses dans ces pays parce que tout simplement dans ces pays, il y a plus de Mauritaniens arabophones que de Mauritaniens noirs. Et donc, ce découpage lui-même électoral est fait de telle sorte qu'à l'arrivée, que les élus soient majoritairement arabes. Et donc, ça, c'est en ce qui concerne, c'est un exemple pour les aspects politiques et institutionnels. Quand vous prenez l'aspect économique, aujourd'hui, il y a un establishment arabe, que ce soit dans le secteur primaire, secondaire et tertiaire, mais c'est comme si les Noirs n'existaient pas dans ce pays. Tous les business sont dans les mains des Arabes. Bon, certains les appellent arabo-berbères parce qu'il y a une composante aussi berbère dans cette composante hétéroclite arabe. Et donc, il y a un establishment arabe. C'est comme si les Noirs n'avaient pas de capital ou n'avaient pas de la substance grise. Je sais qu'il y a des Noirs qui ont un capital. Je sais qu'il y a des Noirs qui ont des formations qui leur permettent, n'est-ce pas, d'entreprendre au niveau national. Mais l'écosystème économique est fait de telle façon, sur le plan réglementaire, sur le plan politique, est fait de telle façon que seuls les Arabes peuvent accéder, n'est-ce pas, à l'entrepreneuriat. On peut continuer l'aspect social et culturel. Quand vous prenez les masses médias, d'État, radio et télévision, mais tous les programmes sont en arabe. Les négro-africains, les noirs plutôt, que ce soit les haratines, dont certains étaient d'anciens esclaves, les Peuls, les Wolofs et les Soninké, ils ont comment on appelle, un volume horaire extrêmement réduit au niveau des masses médias publics. Le 98% du temps est consacré, n'est-ce pas, à la diffusion comment on appelle, de la culture arabe, à des émissions qui sont consacrées à la composante arabe. Tout pour les Arabes, rien pour les Noirs. Et je peux continuer. Donc, c'est des discriminations factuelles qui sont le résultat de politiques économiques, de politiques institutionnelles, de politiques sociales et culturelles voulues comme ça et qui répondent à une idéologie qui voudrait que la Mauritanie soit exclusivement arabe, alors que la Mauritanie est multiculturelle, multilinguistique, multinationale. Alors, puisque vous parlez de la présence, pour ne pas dire de l'occupation massive donc, de la population arabe, est-ce que vous pouvez nous parler un peu donc, de la répartition donc, de la population de façon générale? Le pourcentage des Arabes, des Berbères, des Sonianké, voilà, des Poulas? Une excellente question à laquelle malheureusement je n'ai pas de données, si ce n'est celles que j'ai glanées par-ci, par-là, et qui ne sont pas, et qui sont à vérifier. Quand vous irez en Mauritanie, vous allez constater, vous constaterez de visu que la population noire est importante, au sens le plus large. C'est quand je dis la population noire, je compte les Arabes, en fait, les Haratines, dont certains c'est d'anciens esclaves qui sont de race noire, les Soninké, les Wolofs et les Poulards. Quel est le pourcentage? Je ne saurais m'aventurer à donner des pourcentages, mais ce qui est certain et évident, c'est que les Noirs sont majoritaires. Ça, c'est évident. À quelle proportion? Quelle est la proportion des Haratines, des Maures blancs, des Peuls, des Soninké et des Wolofs? Je ne peux pas m'aventurer sur cela, mais je sais que la population noire est majoritaire. Que représente les Maures? Peut-être 15%, 13%. Je ne saurais le dire, mais ils sont absolument une population, c'est-à-dire que la population noire est
absolument majoritaire. Et quand vous allez dans beaucoup de régions d'ailleurs, quand vous allez dans des régions comme à l'est du pays, par exemple dans les Deux-Rhodes, Néma, Ayoun, c'est des régions qui ont été rattachées, si je ne m'abuse, en 1958 à la Mauritanie. Dans ces régions qui sont prétendument majoritairement occupées par les Maures, il y a une population Peul et Bambara extrêmement importante. Et d'ailleurs, c'est amusant, durant la dernière visite du président Razouani dans cette région, beaucoup ont été surpris de voir qu'il y a des Peuls dans la région du Haut-de-Charki. Les Peuls sont pratiquement dans toutes les régions. Les Haratines, la même chose. Les Soninké sont concentrés dans certaines régions. Comme par exemple le Guidimacha et le Gorgol, mais aussi dans des régions ouvrières comme Zouérat et Nouadhibou. Et c'est frappant, c'est flagrant. Le pourcentage des Noirs est sans commune mesure supérieur à celui des Arabes. Monsieur Gaïdé, on nous signale que votre main gauche empêche la caméra de vous voir entièrement. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Je crois que ça va mieux. Voilà. Alors, de façon générale, on a beaucoup parlé, hein, donc de la déportation massive vers les pays avoisinants tels que le Sénégal, le Mali. Euh, 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 Comment ces déportations se sont déroulées concrètement? Est-ce que ce sont des déportations volontaires ou bien voulues par l'administration actuelle, ou bien l'administration de façon générale? Elles ne sont pas volontaires, absolument pas. À l'origine de ce conflit, c'est après le conflit un conflit qui a opposé au départ des éleveurs et des agriculteurs sénégalais et mauritaniens. Malheureusement, et comme beaucoup de gens ne le savent pas, le pouvoir mauritanien est tenu par les nationalistes arabes. Et quand je dis nationalistes arabes, je parle des bassistes qui sont donc qui croient que le foyer arabe doit être illuminé partout et que partout où les Arabes sont en cohabitation avec d'autres composantes, ils doivent les dominer sur tous les plans, culturellement, socialement, économiquement et politiquement, et par les nassiristes, qui sont plus ou moins différents, mais qui acceptent la cohabitation. Allô? Oui, allô, je Vous vous écoute. m'entendez? Oui, je vous entends, ça va. Oh, j'écris. Excuse. Donc, à l'origine, c'est un incident tout à fait anodin, qui est généralement un incident qui se passe entre éleveurs et agriculteurs, que l'État mauritanien a pris, a saisi plutôt pour régler des comptes aux Noirs mauritaniens. Et ces déportations n'ont pas été volontaires, elles ont été initiées par le pouvoir, par ses ailes, ses institutions civiles et militaires en 1989. Et le résultat a été qu'il y a eu d'abord des accrochages meurtriers que la Mauritanie a commencé. Je ne suis pas en train de défendre le Sénégal et je ne suis pas en train de défendre ce qui a été commis au Sénégal à l'époque. Mais les premiers comment dire, à commencer les hostilités, ce sont les Mauritaniens qui ont commencé à tuer des Sénégalais, pas seulement des Sénégalais en Mauritanie, mais aussi des Mauritaniens, parce que tout noir était suspect. Donc, il y a eu des meurtres qui ont débuté en Mauritanie et il y a eu des représailles de l'autre côté, malheureusement. Et la Mauritanie s'est engagée après ça à déporter tous les Noirs sans aucune exclusivité. Tous les Noirs qui ont été déportés vers la Mauritanie, vers le Sénégal et le Mali, sont Mauritaniens autochtones. Et c'est tous des Noirs. Ils en ont profité donc, en déportant les Sénégalais, ils en ont profité, les nationalistes arabes, le gouvernement de l'époque, a profité pour déporter, pour expulser les Mauritaniens vers le Sénégal et le Mali. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de Mauritaniens encore dans les camps de réfugiés au Sénégal et au Mali qui attendent le règlement de cette question. Certains sont revenus, mais ils sont toujours dans le déniement absolu. Dans le déniement absolu.
Voilà, donc c'est une déportation programmée, planifiée par le gouvernement, qui avait à sa Est-ce tête des... est-ce qu'on peut parler d'ethnic cleansing un peu ici? Absolument. Il Mhm. s'agissait de cela. Mais je ne suis pas juriste, mais beaucoup de juristes pensent que le génocide s'applique à ce qui a été fait en Mauritanie, parce qu'il s'agissait d'une d'exécution ciblée contre une ethnie. Si on prend l'exemple des exécutions, les 28 qui ont été exécutés à Inal, c'est tous des Noirs, mais aussi c'est tous des Peuls, tous, sans exception. Et la majorité écrasante des gens qui ont été exécutés sont Peuls, même si, quelque part, certains ont été aussi exécutés d'autres ethnies. Mais la majorité écrasante, là aussi, je ne peux pas m'aventurer, mais je suis certain que ça fera plus de 98% des gens qui ont été exécutés sont tous d'une ethnie Peul. Alors, donc, c'est des tueries qui ciblent une ethnie, et je crois que cela, ça rime très bien avec la définition qu'en donnent les juristes sur le génocide. Est-ce que vous avez déjà de la documentation, hein, pour prouver un peu, pour soutenir exactement ces accusations aujourd'hui? Absolument. Il Mhm. y a eu un travail énorme qui a été fait par les organisations des droits de l'homme, par des intellectuels libres, par des partis politiques, et il y a une littérature fournie sur ces exécutions. Et ça existe, et des preuves aussi sur le terrain, des fosses communes. Moi, j'ai été 2 fois au pèlerinage d'Inal. Le premier en 2011, le deuxième en 2012, si je ne me trompe. Alors, nous étions là, nous avons visité ces fosses communes dans cette bourgade qui est au nord du pays, à Azlat, qui est dans la région d'où je suis originaire, dans la région du Brakna, à quelques kilomètres de chez moi, Bogué. Nous avons des fosses communes à Azlat. Il y a des fosses communes à Ouachi, à Oulienge, à Sorimale, à Bakaou, à Tchénel Halaïbe, partout, à Birmogrey, à Jreida, des fosses communes, des faits, hein, irréfutables qui sont disséminés dans la Mauritanie, en plus des enquêtes qui ont été menées, bien sûr, comme je l'ai dit tantôt, par des organisations des droits de l'homme nationales et internationales. Les partis politiques aussi en disposent, des informations fiables. Oui, il y a de la matière et je crois que tous ces éléments, toutes ces données militent pour que la justice soit faite, la lumière soit faite. Parce que c'est des crimes commis contre des gens. On ne sait pas comment ils ont été tués. On n'a pas leur corps. Où est-ce qu'ils ont été enterrés? On sait qu'il y a des fosses communes. Mais qui sont ceux qui sont entrés là? Et comme l'a dit un juriste mauritanien très célèbre, que c'est des crimes continus. Parce que c'est des gens disparus dont on ne connaît pas, on ne connaît pas ceux qui les ont tués. On n'a pas vu leur corps. On ne sait pas là où ils sont enterrés. Donc c'est un crime continu. Et il disait, ce juriste même, il disait qu'un crime continu ne peut pas être amnistié. Il est impossible d'amnistier un crime continu. D'où comment on appelle, le, la faiblesse même de la loi d'amnistie qui a été décrétée, qui a été imposée en 1900, j'ai oublié en quelle année, une loi d'amnistie contre ces crimes-là. Hein. Alors que c'est un crime continu. Et normalement, un crime continu, on ne peut pas l'amnistier. On a beaucoup parlé aussi des expropriations. En quoi, si vous voulez, les expropriations foncières dans le Wallo, dans le Fouta, je pense même dans le Dingi Maka, je pense bien, révèlent-elles d'une logique raciale, selon vous? Une excellente question. Je parlais tantôt des politiques discriminatoires économiques. Voilà, en voilà une. Les expropriations foncières n'ont d'autre objectif que de subtiliser au noir, n'est-ce pas, un facteur de production, un facteur de richesse, un facteur d'économie, de création de richesse et d'emploi. À la place de donner des moyens financiers, logistiques
à ces populations qui ont cultivé ces terres depuis des millénaires, on les exproprie de ces terres-là. C'est une manière de discriminer les gens économiquement. Parce que ces terres-là, non seulement elles peuvent apporter un bénéfice pour le pays, mais aussi elles peuvent apporter des profits, des emplois pour les bénéficiaires. Et donc, c'est une forme de discrimination économique subtilisée aux populations autochtones leurs terres. Là où, n'est-ce pas, la loi dit que le droit coutumier est un droit reconnu. Et ça, c'est un droit reconnu pas seulement en Mauritanie, sur toute la planète Terre. Et la Mauritanie, l'hypocrisie dans tout ça, c'est que la Mauritanie, dans sa constitution, a dit que l'islam est la religion de l'État. Et pourtant, l'islam reconnaît le droit coutumier. Et la coutume, dans l'islam, et je suis sûr que c'est peut-être vrai dans les autres religions, la coutume a toujours été une source de droit. Et cette source de droit est reconnue par l'islam. Et ils le savent. Et pourtant, il y a eu une ordonnance qui a été, je crois, décidée en 1983. Cette ordonnance abolit le droit coutumier. Donc, c'est une ordonnance qui rentre en conflit avec la Constitution, qui, dans l'une de ses dispositions, reconnaît, n'est-ce pas, le droit coutumier, l'islam comme étant la religion d'État. Et l'islam reconnaît la coutume comme source de droit. Ces contradictions énormes qui révèlent tout simplement cette politique idéologique qui voudrait que le noir soit tout simplement exclu de tous les aspects de la vie, que ce soit politique, institutionnel, économique. Et je crois que les expropriations sont une preuve éloquente de cette discrimination économique qui est en vigueur en Mauritanie. Ce que vous décrivez actuellement ressemble à un racisme d'État. Pourquoi parlez-vous de racisme d'État et quels sont les indicateurs les plus irréfutables? Racisme d'État parce qu'il y a des politiques d'État qui sont conçues, taillées sur mesure pour justement... On peut parler d'apartheid? Apartheid un peu? Absolument. Est-ce qu'il n'est pas pire que l'apartheid? Parce que l'apartheid était inscrit dans la Constitution, si je ne me trompe. Cet apartheid, il n'est pas inscrit, il est sournois, mais il est appliqué. Il n'est ni écrit, ni dit. C'est une loi non écrite, non dite, mais qui est appliquée dans toute sa gravité, dans toute sa totalité, dans tous les aspects de la vie. Absolument. Moi, je pense même que ceux qui disent que c'est l'apartheid, je crois qu'ils ont raison. Ils ont absolument raison. Je suis convaincu que c'est pire même que l'apartheid parce que ce n'est pas écrit. C'est une hypocrisie totale dans un pays qui se dit musulman à 100%. Et l'hypocrisie, comme toutes les religions d'ailleurs révélées, est condamnable, est abominable. C'est pire que l'apartheid. C'est un racisme d'État parce que tout simplement, toutes les politiques institutionnelles, toutes les politiques économiques, éducatives, culturelles, sociales sont inspirées par l'État et par une idéologie qui voudrait que la Mauritanie soit exclusivement arabe. Et là, vous avez parlé tout à l'heure dans votre présentation, vous avez expliqué que plus de 90% des postes clés de l'État sont contrôlés par une seule ethnie, une communauté. Comment vous avez réussi à quantifier cela, voilà, pour savoir réellement qu'il y a 98%, ou bien c'est de façon générale, ou bien expliquer un tout petit peu. Les institutions civiles et militaires sont dans les mains de la main. Mais est-ce que ce n'est pas mieux de dire la majeure partie des institutions qui donnait un chiffre 98%? Si j'ai dit 90%, peut-être que je me suis trompé, mais je crois même que j'ai minoré. Je crois même avoir minoré quand j'ai dit 90. Est-ce que c'est pas très proche de temps? Parce que, Roger, quand vous allez en Mauritanie, vous allez dans les services publics, même les services privés. Quand vous allez dans les services publics, ceux qui ont la décision, ce sont nos compatriotes arabes.
que ce soit au niveau de l'état-major des forces armées, de la police, des douanes. D'ailleurs, on ne voit plus d'officiers pratiquement noirs. Si j'ai bonne mémoire, il n'y a que 2 généraux noirs actuellement sur 35 ou 36. Les colonels, je n'en parle pas. Les lieutenants-colonels, je n'en parle pas. Au niveau du gouvernement, le gouvernement est à 98% formé d'Arabes. S'il y a des Noirs, ils sont peut-être 4, 5. Et quel type de ministère ils occupent? Quelles responsabilités ils ont? Est-ce qu'ils ont même la décision? Certainement pas. Ils sont là pour la consommation. Ils sont là pour embellir, comme on dit, la galerie. Mais ils n'ont aucune décision. À chaque fois qu'un ministre noir est nommé quelque part, il faut vous rassurer que celui qui a la décision, c'est certainement le secrétaire général, ou un conseiller à la primature, ou un conseiller à la présidence, ou un directeur absolument influent, etc. C'est juste pour la consommation intérieure et extérieure, pour embellir la galerie. Mais les postes de décision sont dans les mains de nos compatriotes, maures, et c'est un fait. Il suffit d'aller en Mauritanie, de fréquenter les services publics, ça se voit. Ça se voit, ça saute, comme on dit, à l'œil nu. On n'a pas besoin d'être un expert en statistique ou en recherche méthodologique pour le savoir. C'est la fonction publique civile et militaire est occupée majoritairement. Si je dis 90%, je crois que je l'ai minoré. C'est probablement plus. L'administration fiscale, la même chose. Les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs adjoints, tout est arabisé. Et même la langue du travail, c'est l'arabe. L'actuel président de la République avait Justement, vous parlez de l'arabisation du système éducatif. En quoi cela constitue-t-elle, si vous voulez, une composante, disons, d'exclusion, donc des Noirs? La politique éducative, elle consiste à imposer l'arabe à tous les niveaux, au niveau primaire, secondaire et supérieur. De transformer tout l'enseignement des matières scientifiques, littéraires, de les arabiser. C'est-à-dire que comment on appelle, d'assurer l'enseignement en langue arabe. Récemment, d'ailleurs, ils ont adopté une loi encore très dangereuse, qui rend cela effectif et qui a introduit, pour un peu calmer les Noirs, les langues nationales, mais en stade expérimental, c'est-à-dire à l'enseignement primaire, de façon expérimentale. Alors que, dans les années passées, les langues nationales avaient été expérimentées. Et cette expérimentation a fait des succès qui ont été prouvés par des organisations indépendantes internationales. Donc, s'il fallait introduire les langues nationales dans le corpus éducatif, ce n'est pas à un stade expérimental, alors que ces langues ont été déjà expérimentées avec succès. Il fallait rehausser leur introduction à un niveau plus supérieur. Et ensuite, ne pas démanteler de façon mécanique le français. Il faut une phase de transition. Et moi, je suis pour le maintien même du français, l'introduction de l'anglais, pourquoi pas des autres langues comme l'espagnol, le chinois, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut que l'éducation soit comme les autres secteurs. Il faut que nos enfants, les apprenants, aient le droit de choisir la langue dans laquelle ils veulent suivre leur formation. Cela est non seulement bon pour le pays, pour l'avenir du pays, mais c'est une question de justice et de droit. Aujourd'hui, les apprenants noirs n'ont aucun choix que d'apprendre en arabe. C'est le seul choix. Ils sont en train de démanteler le français parce que s'ils laissent le français, ils savent que les Noirs vont probablement opter pour l'enseignement en français. D'ailleurs, nous, l'histoire l'a démontré, nous n'avons jamais rejeté l'arabe. Et quand on nous l'impose, nous le rejetons. Et d'ailleurs, les Noirs ont participé à la promotion de cette langue, dans l'enseignement de l'islam, du Coran, de la Sunna, etc., etc. Il y a même des Noirs qui ont ouvert des écoles
à l'époque, il y a de cela quelques années, des écoles arabisantes. Donc, l'amour que nous avons pour l'arabe, il est historique, il est vrai, on ne l'a pas fait pour la commodité, pour plaire aux Arabes. Non, on l'a fait par amour à cette langue. Mais aujourd'hui, il y a un rejet absolu parce qu'il y a une politique idéologique qui voudrait nous transformer en Arabes. Nous ne le sommes pas. Nous sommes Peul, nous sommes Soninké, nous sommes Wolof, nous sommes Bambara. On ne l'est pas. Nous ne sommes pas des Arabes. Et dans l'éducation, il faut donner aux apprenants des choix. Avoir du choix, c'est un droit inaliénable qui doit être assuré, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la société, et plus particulièrement dans l'éducation, qui est un secteur quand même d'avenir pour ce pays. Et aujourd'hui, l'enseignement a été tout simplement gâté à cause de cette arabisation dont, dont le seul objectif obsessionnel et maladif, c'est d'aliéner les Noirs, d'en faire des Arabes. Monsieur Gaïdé, nous arrivons donc à la moitié donc, de notre émission. Nous allons vous permettre donc de souffler un tout petit peu et boire un verre d'eau et nous revenons dans 2 petites minutes. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute de notre spéciale émission Jacques Roger Show sur Afrique 2050 Radio. Nous recevons donc en exclusivité M. Gaïdé, des citoyens mauritaniens, qui nous parle de la situation dans son pays. Monsieur Gaïdé, encore une fois, merci. Et j'espère que tout va pour le mieux. Hein, tout va très bien en ce moment. Le fait donc de parler de l'histoire de votre pays, hein, cela libère beaucoup d'énergie. Ou bien j'allais dire beaucoup de bonnes choses, n'est-ce pas? Oui, je crois que notre pays traverse une situation extrêmement grave que beaucoup d'Africains ne connaissent pas. La diaspora ne connaît pas, que les partenaires de la Mauritanie ne connaissent pas aussi. Et donc, franchement, il est important de parler de la Mauritanie. La Mauritanie qui est un pays qui est africain et arabe. On le veuille ou pas, il est africain et arabe. Il est dans le continent africain, il a des richesses énormes. Et c'est la première de ces richesses, c'est cette diversité culturelle, cette diversité linguistique. Et c'est extrêmement important. On vous entend un peu Malheureusement, des difficilement, pays... Monsieur Gaïdé. Allô? 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 Vous Oui, je m'entendez crois que... maintenant? Voilà, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Voilà. euh, Alors, merci beaucoup, Monsieur Gaïdé. Vous aviez dit dans votre présentation que vous pensez qu'une bonne partie donc, de la population de votre pays n'est pas du tout, disons, arabe. Alors, comment le prouver? Il y a des élections et les élections sont organisées. Cela va nous parler donc du contrôle des élections et des institutions, selon vous, constituant, selon vous, j'allais dire, un outil de marginalisation ethnique. Comment vous n'arrivez pas du tout à montrer réellement que la population, le reste de la population est majoritaire et non les Arabes? Le fait de dire que la population noire est majoritaire, la population non arabe est majoritaire est un fait irréfutable. Maintenant, je n'ai pas de statistiques vraiment à vous donner. Et je n'ai pas fait des recherches pour savoir exactement, mais je sais qu'il y a des pourcentages qui circulent auxquels je ne crois pas forcément. D'aucuns disent que les Haratines, qui sont les Maures noirs, sont majoritaires, suivis par les Peuls, suivis par les Maures blancs, suivis par les Soninké et les Wolofs. Bon. Il n'y a jamais eu de recensement de la population pour montrer cela? Les recensements n'ont jamais été rendus publics. Hmm. Hmm. Mais comme je l'ai dit, quand vous allez en Mauritanie, vous le constatez, les Noirs sont majoritaires. Ils sont majoritaires dans toutes les grandes villes, Nouakchott et les 2 villes ouvrières, Nouadhibou et Zouéra. La vallée, on n'en parle pas. À l'est du pays, région prétendument en majorité Maure, on trouve beaucoup de Peuls et de Soninké. Dans l'Assaba, la région dont est originaire l'actuel président de la République, est remplie de Peuls, remplie
le peuple de Harati. Donc les Noirs sont majoritaires, ça c'est, il n'y a pas de doute Il n'y a là-dessus. pas de Et doute. OK. d'ailleurs, Mhm. Alors, nous allons donc parler aussi de ce thème qui me paraît aussi plus important, hein, pas forcément pour le Mauritanien que vous êtes, mais pour l'Africain que je suis. On parle donc du silence politique et de la complicité. Selon vous, pourquoi le silence de l'État et une grande partie donc de la population, pour ne pas dire de la classe politique, persiste-t-il malgré la gravité donc des faits? Ce grand silence. Comment expliquez-vous un peu cela? Parce que l'Africain que je suis, sincèrement, je suis ébobie de vous écouter, de nous dire réellement que tout cela se passe dans votre pays. absolument, je ne pense pas qu'il y ait un silence. Il y a du bruit. Est-ce que les gens doivent faire mieux? Je le crois, sincèrement. Je prends l'exemple de la diaspora. Je suis membre de la diaspora. Nous n'avons pas suffisamment pris en charge cette question. Nous ne l'avons pas suffisamment prise en charge. La preuve la plus évidente de notre manque de prise en charge de cette question, c'est que nous ne sommes pas organisés politiquement. Je veux dire que nous n'avons pas, par exemple, de coordination politique qui mène des actions unitaires, de lobbying et de partenariat, par exemple, en Amérique du Nord ou en Europe. Et ça, c'est de notre responsabilité, ce n'est pas de la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement, ce qu'il sait faire, il l'a fait. Et je ne pense pas qu'il puisse faire pire que ça. Et aujourd'hui, c'est à nous, comme pour reprendre une expression du sport, la balle est dans notre camp. C'est aux opposants de faire du bruit, de rendre audible la voix de ces opprimés-là et de faire le travail politique, intellectuel qu'il faut. Et je crois qu'à ce niveau, nous avons péché, nous persistons aussi dans l'erreur. Il y a un manque de travail unitaire au sein de l'opposition. Prise de façon individuelle, cette opposition est très faible, politiquement, intellectuellement, matériellement et financièrement. D'où l'intérêt de mener des actions unitaires ensemble. Et je crois que ça, c'est un aspect qui doit être renforcé, qui doit être initié, aussi bien au niveau intérieur qu'au niveau extérieur. Quand vous allez à l'intérieur du pays, l'opposition est dispersée. Elle ne sait pas faire de compromis. Elle n'a jamais inventé de compromis. Même à l'approche des élections, aujourd'hui, on parle du dialogue, le dialogue initié, que moi j'appelle la supercherie. Parce que pour moi, un gouvernement ou un système qui a 2 fois, 3 fois, 4 fois proposé des dialogues et qui se réunit et qui ment, ce système, quand il vous offre pour une 4e ou 5e fois le dialogue, vous devez poser des conditions. Mais malheureusement, l'opposition n'étant pas unie, dispersée comme elle l'est, n'est-ce pas, infiltrée aussi certainement, elle n'a pas pu inventer un consensus, elle n'a pas pu inventer un compromis. Et ce problème qui se trouve à l'intérieur du pays, il a fait sa métastase à l'extérieur du pays. Dans la diaspora aussi, il y a ce problème. On n'est pas unis, on ne fonctionne pas de façon unitaire. Mais dans la logique, il y a des problématiques qui auraient dû nous dicter, n'est-ce pas, à faire, à mener, à créer des coordinations dans lesquelles nous travaillons pour rendre audibles les problématiques graves que ce pays traverse, parce qu'il va de l'intérêt de ceux qui sont opprimés, mais aussi de ceux pour lesquels les oppressions sont faites, parce que ce ne sont pas tous les Arabes qui sont racistes. C'est pas vrai. Il y a des Arabes mauritaniens qui sont contre ce qui se passe, qui sont dans l'opposition, qui l'expriment. Et de plus en plus, on trouve dans la communauté arabe des gens qui sont contre ce qui se passe et qui reconnaissent que depuis notre accession à la souveraineté internationale, il y a eu des politiques racistes. Okay? Et donc, l'opposition a l'obligation, de mon point de vue, à essayer d'inventer ce qu'elle n'a jamais pu faire, des consensus, des actions unitaires et attaquer les vraies problématiques. Alors, il y a quand même des élites noires qui sont dans le système. Donc, on peut dire, est-ce que, selon vous, les élites noires intégrées dans le système actuel
sont-elles complices, instrumentalisées ou simplement réduites au silence, à votre avis? Oui, il y a des Noirs qui sont dans le système, qui d'ailleurs, certains sont très zélés, qui se sont permis par le passé de nier les exactions qui ont été faites, hein, un degré de cynisme inacceptable. Euh, il y a des Noirs qui soutiennent le régime, le système en place. Certains peut-être reconnaissent dans le silence de leur maison qu'il y a du racisme, mais ça s'arrête là. Ils collaborent. Et jusqu'à Mhm. aujourd'hui, il y a des Noirs qui collaborent et qui d'ailleurs jouent le jeu parfois antagoniste de l'opposition, qui sont zélés, qui mènent des actions dangereuses pour l'opposition. Et c'est des gens aussi à combattre parce que quand on dit système, que cela soit compris, il ne s'agit pas seulement des Arabes, mais il y a des collaborateurs noirs Mhm. qui aussi Mhm. participent à la perpétuation de ce système, de façon directe d'ailleurs. Mhm. Et par le passé, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'entre eux ont poussé le zèle jusqu'à nier les exactions qui ont été commises contre leur propre communauté. C'est Et un peu le cela, système de House Negroes, c'est bien cela, quoi. exactement, ils font Mhm. partie du système parce qu'ils aident à le perpétuer. Ils aident à le... Les ambassadeurs plénipotentiaires de ce système dans nos villes et nos villages, ce sont eux. Et ils utilisent tous les clivages féodaux, sociaux, culturels, les stratifications sociales de caste pour justement permettre la pénétration insidieuse du racisme dans, dans tout le tissu social. Et oui, Mhm. ils participent à la perpétuation de ce système-là. Mhm. Mhm. Alors, parlons aussi maintenant de ce grand silence africain et international. Comment expliquez-vous que donc, les dirigeants africains si prompts à dénoncer donc, le racisme en Occident restent silencieux face aux crimes raciaux en Mauritanie, cher ami? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la balle, pour utiliser une expression sportive, la balle est dans notre camp. C'est à nous, c'est à nous qui nous opposons au système, qui devons euh, faire la preuve. Hein. Il est vrai que les pays sont liés par des traités, les pays sont contraints par des traités internationaux qu'ils ont signés, et ils ont donc l'obligation de dénoncer. Par exemple, quand un pays africain est signataire du traité de Rome, qui reconnaît la CPI, quand il y a des crimes commis contre l'humanité en Mauritanie, ce pays a l'obligation au moins de condamner. Pas d'intervenir militairement ou autre, mais de condamner. Malheureusement, les pays africains sont à ce niveau laxistes. Mais toujours est-il, le travail, la plus grande partie du travail, c'est à nous de le faire parce que les États, malheureusement ou heureusement, ont des intérêts. Ils les défendent, ils essaient de les sauvegarder. Le Sénégal, par exemple, a besoin de la Mauritanie, vice-versa. Et moi, je n'irai pas jusqu'à dire que le Sénégal n'a rien fait, parce qu'aujourd'hui, le Sénégal héberge des réfugiés mauritaniens. Le Mali héberge des réfugiés mauritaniens qui ont été expulsés de leur terre ancestrale. Et donc, ça, c'est déjà un effort important. Est-ce qu'on peut demander plus? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les pays sont signataires de traités internationaux sur la torture, sur la CPI, sur les disparitions provoquées. Oui, quand un pays signe ces traités, il a l'obligation de dire un mot officiel par rapport à un voisin ou à un pays africain qui commet, qui contrevient, qui va à l'encontre de ces traités qu'il a lui-même signés, ce qui est le Mhm. cas de la Mauritanie. Oui, tous ces faits que vous dénoncez, vous aviez dit ces faits sont documentés, hein. Alors, comment expliquez-vous que ça soit la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU, hein, ne réagissent elles pas malgré donc ces violations massives et documentées? Comment expliquez-vous un peu cela?
Je n'ai pas sous la main certains rapports, réactions des Nations Unies, du comité des Nations Unies sur les droits de l'homme, mais je sais qu'ils ont fait beaucoup de rapports pour dénoncer ce qui se passe en Mauritanie, même si c'est de façon un peu timide. Certains pays aussi l'ont fait. Et comme je l'ai dit tantôt, je crois qu'il y a un travail que les Mauritaniens doivent faire, que personne ne va faire à leur place. Et ça, moi, je tiens à cela. Les Mauritaniens, convaincus du danger permanent qui guette ce pays, doivent se retrouver, inventer des consensus, inventer des compromis, être ingénieux, être intelligents politiquement pour mener des actions au niveau national et international. Parce que euh, les États, oui, les États ont des choses à faire, mais quel est le rapport de force réel entre les États africains? C'est à étudier. Oui, les États-Unis, la France peuvent mener des actions, peut-être pour un peu, parce qu'ils ont un rapport de force qui leur est favorable, mais toujours est-il que c'est à nous, Mauritaniens, d'assumer pleinement notre rôle d'opposant. Pleinement Oui, mais dans d'opposant. la situation, les autres pays similaires où il y a eu ce genre de problème, la diaspora a été très active et la diaspora a beaucoup contribué, hein. Mais dans le cas de la Mauritanie, je vois que c'est réellement l'une des rares fois que je vois un sachant mauritanien se prononcer un peu sur ce qui se passe dans le pays. Pourquoi, selon vous, la diaspora mauritanienne peine-t-elle à s'unir, hein, disons, à s'unifier autour donc des questions de mémoire et de justice? Je n'arrive pas à comprendre. Vous avez tout à fait raison. Euh, et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que la diaspora bénéficie de beaucoup d'avantages. L'avantage le plus évident et qui est à la portée de la diaspora, c'est cette capacité, cette liberté de se mouvoir dans les pays d'accueil. La diaspora peut s'unir, faire des réunions, organiser des manifestations là où elle veut. Elle peut même demander à rencontrer un chef d'État de l'Occident, une haute personnalité influente de l'Occident. Elle ne l'a pas fait. Donc, ça, c'est le premier avantage comparatif par rapport à l'opposition qui est à l'intérieur du pays, qui est au nez de cette dictature et de la répression. Nous, nous sommes à l'étranger. Nous avons toutes les libertés d'expression, de nous mouvoir, de manifester, de nous mobiliser. Pourquoi nous ne saisissons pas ces opportunités? C'est une question extrêmement grave à laquelle, malheureusement, il y a ce constat. La diaspora mauritanienne n'a pas saisi l'immense ou les immenses opportunités qui lui sont offertes, que ce soit aux États-Unis, là où je suis, au Canada, en France. Mais elle est toujours, malheureusement, à ce stade de querelle qui n'ont aucun sens. Et moi, d'ailleurs, je profite de votre tribune pour encore une fois dire que la diaspora a un rôle à jouer. Ceux qui sont actifs politiquement, ils ont un rôle à jouer. Ils ont des ressources à leur portée. Et je pense qu'il y a une obligation à ce que la diaspora politique, celle qui est engagée politiquement, s'engage et utilise toutes ces opportunités qui lui sont offertes. Et malheureusement, des expériences passées ont montré que malheureusement, dans cette diaspora, il y a des entités, des organisations, des personnalités qui n'ont pas intérêt. C'est quand même étrange qu'il y ait une unité d'action. Et c'est des choses qu'il faudrait fixer, c'est des choses qu'il faudrait résoudre. Donc, si je comprends bien, la diaspora mauritanienne aussi, à l'image des autres diasporas au niveau du continent africain, cette diaspora aussi minée par des faiblesses internes, à savoir la division, on peut parler de la rivalité, infiltration et opportunisme, si je comprends bien. C'est bien cela. Absolument. Mhm. Absolument. Mhm. Et quand tout ça, tout ce que vous venez de dire, infiltration, division, opportunisme, querelle de positionnement, quand vous greffez ça à cette lassitude, eh ben, c'est le chaos. C'est le Mhm. chaos. Moi, je peux comprendre que
des personnalités politiques, des hommes politiques rivalisent pour accéder à quoi que ce soit, etc. Des trucs électifs, c'est tout à fait normal, c'est la démocratie. Chacun veut prévaloir ses idées et son programme, c'est tout à fait normal. Mais nous ne sommes pas à ce stade. Nous sommes à un stade où nous devons nous construire, saisir les opportunités qu'offrent ces pays-là pour pouvoir influencer ce qui se passe dans ce pays-là. Parce que c'est une question de rapport de force. Si on ne peut pas influencer sur ce qui se passe au pays, mais à quoi bon d'agir? Donc, je pense que la diaspora a des moyens pour agir. Et des initiatives par le passé ont été malheureusement prises et qui n'ont pas échoué. Et moi, je profite, comme je l'ai dit, de cette tribune pour dire que cette diaspora doit absolument agir. Et elle a les moyens humains, les moyens intellectuels, les moyens financiers pour le faire. Et les pays dans lesquels nous sommes sont des pays où il y a énormément d'opportunités. Et la première d'entre elles, c'est notre liberté d'entreprendre, notre liberté de nous mobiliser, notre liberté de faire des réunions. C'est précieux. Merci beaucoup, cher ami. On ne peut pas finir par parler ces émissions sans parler donc de solutions et d'avenir. D'où la question que je vous pose. Quelle action prioritaire selon vous, vous pouvez donc proposer enfin pour briser définitivement le silence autour du 28 septembre? Il faut absolument que l'opposition, quelle qu'elle soit, l'opposition politique ou de la société civile, qu'elle sache qu'elle a entre ses mains une possibilité de renverser le rapport de force. Mais encore, il va falloir vouloir le faire. Il faut avoir l'engagement, la motivation de le faire. C'est une question de rapport de force. Je vous donne un exemple simple. Le dialogue actuel, ce que le pouvoir appelle dialogue, il a appelé un dialogue. Il y a eu antérieurement 3 ou 4 dialogues qui n'ont jamais abouti. Soit l'État a trahi, soit il a menti, soit il a reculé. Alors, comment comprenez-vous qu'une opposition qu'on appelle au dialogue chaque année, qu'on trompe chaque année, qu'on trahit chaque année, à laquelle on ment chaque année, comment se fait-il qu'elle accepte d'aller dialoguer avec un État qui ment, qui trahit, qui a fait des reculades par le passé, qu'elle aille discuter avec cet État sans condition? Moi, j'aurais voulu que l'opposition posât des conditions. Et c'est en posant des conditions qu'on peut créer une force, qu'on peut créer une tension, qu'on peut créer une contrainte. C'est dans la contrainte, c'est dans le refus que des forces peuvent émerger pour un peu contrebalancer ce qui se passe. Dire non, on ne va pas au dialogue. Pourquoi? Parce que vous avez menti plusieurs fois. Et maintenant, nous allons au dialogue à condition que vous remplissiez telle condition, que vous remplissiez telle condition. Et Dieu sait que l'État, il y a certaines conditions que l'opposition peut poser auxquelles l'État peut accéder facilement. Je veux dire que l'État peut satisfaire facilement. Mais malheureusement, à chaque fois que la position est appelée au dialogue, elle part. Quand elle est appelée à l'élection, elle part, alors qu'elle sait d'avance que l'élection est biaisée. Elle sait d'avance que le processus électoral est manipulé. Alors, cette posture-là, dit oui, sans condition, de discuter ou d'aller aux élections sans aucune condition préalable, cette posture ne fait qu'exacerber la faiblesse de l'opposition. Et pour qu'il y ait une opposition forte, il faut qu'elle pense, il faut qu'elle invente un processus dans lequel un rapport de force pourrait être favorable à son compte. Et elle a les moyens, je dis, intellectuels, politiques, humains pour le faire. Et des raisons objectives existent pour le faire. Donc, Merci beaucoup, Monsieur Gaïdé. Votre mot de l'espoir avant de vous laisser partir. Comme on dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et je suis croyant
Je pense qu'il faut agir, quelle que soit la petitesse de ses moyens intellectuels, politiques, financiers, il faut agir. Il n'y a pas une petite action. C'est la somme des petites actions qui fait ou qui génère les grandes actions. Et tous les peuples qui se sont libérés ont accepté à un moment ou à un autre dans leur trajectoire historique à faire des sacrifices. Et je crois que nous devons faire des sacrifices. Les Mauritaniens justes, l'opposition, la vraie opposition, pas celle qui collabore, doit prendre ses responsabilités. Et parce qu'il ne s'agit pas de régler des comptes contre les Arabes. Non, il s'agit d'apaiser ce pays, pour que ce pays joue son rôle dans le concert des nations. Il s'agit de réparer des injustices. Il s'agit de construire ce pays, de construire une habitation. Et mon mouvement, le mouvement pour citoyens pour une cohabitation effective, s'inscrit dans ce cadre-là. Et je pense qu'il est possible de mener des actions. Il ne s'agit pas d'être des millions de personnes pour agir, même avec 5% de gens de l'opposition ou 3%, je le disais tout à l'heure, peuvent, s'ils sont convaincus, engagés, et s'ils font ce qu'ils disent, et s'ils disent ce qu'ils font, ils peuvent changer la donne. Encore que, il faut s'engager et garder le cap et, n'est-ce pas, avoir des motivations profondes pour ce pays, parce que ce pays est d'une richesse inestimable et il a un rôle à jouer sur cette planète. Nous avons une mission à assumer et il est hors de question que nous nous soumettions aux injustices. Merci beaucoup, Monsieur Gaïdé, pour votre lucidité, votre courage et surtout votre engagement. Aujourd'hui, nous l'avons parfaitement compris. Le 28 novembre n'est pas donc une date festive, n'est pas donc Absolument. voilà, une page tournée. Ce n'est pas donc un vieux dossier. C'est un devoir donc de mémoire, un devoir de justice. Et, j'allais dire, une justice pour tous les Mauritaniens qui nous suivent. Merci beaucoup et surtout, hein, portez-vous bien et à très bientôt. Merci, Jacques Roger. C'est Mhm. moi qui vous remercie. Merci.